J'aimerais qu'on vous parle d'un monsieur, d'un très grand monsieur, c'est le philosophe et sociologue Edgar Morin. Vous avez dit que c'était l'un de vos maîtres à penser. Pourquoi? Je trouve qu'il est d'une jeunesse incroyable dans ses propos, dans ses livres. Franchement, je le lis, j'ai toujours l'impression qu'il est plus jeune que moi et en même temps, je suis ravi qu'il n'ait pas le même cerveau que moi et qu'il en ait plutôt un bien doté parce que c'est toujours très intéressant. Un jour, je l'ai rencontré à Marrakech, j'ai pas pu m'empêcher, alors que je suis plutôt timide et réservé, mais d'aller le voir en lui disant, il était derrière moi, je lui ai dit « Monsieur Morin, vous êtes un grand bonhomme ». Et puis, il prend un temps incroyable, comme ça, il me regarde, il me dit bah, « Si vous le dites ». J'ai adoré cette modestie, si vous le dites. J'ai eu la chance de le rencontrer, on va regarder l'entretien dans un instant, mais Émilie, pour les gens qui ne connaîtraient pas Edgar Morin, qui est-ce? C'est un des plus grands intellectuels français. Il a été traduit dans 28 langues. Il a écrit plus de 90 livres. C'est un ancien résistant, à la fois un anthropologue, un sociologue, mais aussi un philosophe à l'état sauvage, ce qui souligne bien qu'il refuse les codes, les catégories, les cases. Parmi ses sujets de prédilection, il y a évidemment la culture de masse, la culture populaire. C'est lui qui a inventé le terme de yéyé. Mais c'est aussi un penseur qui est très engagé. Il a analysé toutes les situations de crise, de mai 68 aux Gilets jaunes, en passant par le phénomène de la rumeur, donc ce qui sont les prémices en fait des fake news. Il s'est aussi intéressé aux crises écologiques, donc à 97 ans, c'est un témoin essentiel de notre temps. Il tweete autant qu'il n'écrit, et son dernier ouvrage, c'est L'unité d'un homme, qui regroupe donc ses 5 premiers livres, Autocritique, Les stars, La métamorphose de Plausévé, La rumeur d'Orléans, dont on parlait, et Le journal de la Californie. 97 ans, et il m'a mis à l'amende, il s'appelle Edgar Morin, regardez. Comment ça va, Edgar Morin? Eh bien, écoutez, je me défends. Une question que j'ai envie de vous poser, qu'on vous a posée beaucoup à travers les âges. Est-ce que vous êtes heureux? Je cherche pas tellement le bonheur, je cherche, si vous voulez, ce que j'appelle la poésie de la vie. La poésie, c'est d'être pleinement soi-même avec des gens qu'on aime, avec une communauté. Et quand vous avez cette poésie, vous êtes heureux. Et même vous pouvez être heureux dans des périodes très difficiles. Moi, quand j'étais résistant, par exemple, c'était une période très malheureuse pour le pays, et même très dangereuse pour moi. Mais j'étais bien dans ma peau. Je faisais ce qu'il fallait faire. Et vous savez, ces conditions, quand on fait ce qu'on croit bon de faire, ça vous donne un bonheur malgré toute une série de choses qui vous affligent. Vous avez beaucoup travaillé sur la communication. Oui. Aujourd'hui, avec cet appareil, on peut filmer ce qu'on veut, oui. Parler avec qui on veut, oui. Envoyer des images au bout du monde. Et pourquoi est-ce qu'avec un tel progrès technologique, la notion de vérité régresse? La communication n'est pas la compréhension. Regardez, dans une famille, tout le monde peut parler, mais souvent vous avez des incompréhensions entre parents et enfants, autres frères et sœurs. La compréhension ne dépend pas de l'outil de communication. La multiplication des informations n'est pas l'accroissement de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas l'information. L'information, ce sont des éléments qui, une fois qu'on les met bien ensemble, bien organisés, vous donnent une connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est quand vous prenez des connaissances, vous les réfléchissez et vous essayez de savoir ce qu'elles signifient. Donc, si vous voulez, moi, je considère que nous sommes dans un monde actuellement où la connaissance même nous aveugle. Pourquoi elle nous aveugle? Parce qu'on nous enseigne à séparer les choses selon les disciplines et on nous rend incapables de les relier ensemble. Et par exemple, si vous parlez de la mondialisation, c'est un phénomène qui est technique, qui est économique, qui est sociologique, qui est religieux, qui est politique, qui est démographique, qui concerne tout. Mais si vous avez des rapports spécialistes, des démographes, des économistes, etc., vous ne comprenez pas. Il faut savoir lier. Et c'est pour ça que je me suis voué à ce que j'appelle une pensée complexe qui rassemble ce qui est séparé. Nous avons un système de connaissances qui nous donne des lumières sur des secteurs clos et beaucoup d'obscurité autour. Et à ce moment-là, je dis que nous avons une connaissance qui produit une nouvelle ignorance inconsciente d'elle-même. Alors que la vraie connaissance nous fait acquérir des choses que nous ne pensions pas, mais en même temps nous ouvre de nouveaux mystères et de nouvelles inconnues. Vous avez aujourd'hui la domination de la pensée calculatrice, statistique, chiffres, économistes, etc. Or, le PIB, le taux de croissance, les sondages d'opinion et toutes ces choses-là
qui sont des chiffres. Les chiffres sont incapables de vous dire ce qu'est la joie, ce qu'est le bonheur, ce qu'est le malheur, ce qu'est la tristesse, ce qu'est nos vies. Autrement dit, on nous manipule comme des chiffres, comme des objets, et alors qu'on oublie que nous sommes des êtres de chair, de sang, d'âme, d'esprit, etc. C'est cette connaissance-là qui devient inhumaine. Vous avez aussi travaillé sur les stars. Oui. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des machines à détruire les stars. Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et il est évident que déjà, avant même les réseaux sociaux, il y avait toute une presse qui s'intéressait aux affaires de cœur, aux ennuis, aux chagrins, à tout ce qui n'allait pas chez les... Parce que on cherche des ragots on cherchait déjà. Aujourd'hui, effectivement, ça se déchaîne encore plus. Il suffit qu'il y ait des événements comme après la mort de Johnny Hallyday, une querelle d'héritage, etc., pour que, pas seulement les réseaux sociaux, la presse se rue là-dessus. Là, qu'est-ce que vous voulez, les réseaux sociaux, c'est à mon avis, moi je le vois très bien, puisque comme vous le savez, je pratique le tweet pour exprimer un peu mes pensées, mais parfois, sans le vouloir, je déchaîne des torrents d'insultes ou d'injures, parce que je n'ai pas été compris ou je me suis mal exprimé. Ce qui est terrible, parce que parfois on voit, grâce à ça, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer disent des choses très subtiles, très ingénieuses, très jolies. Et aussi, à cause de ça, des tas de gens profitent pour déverser des haines purement abstraites, des insultes. Mais c'est ça la vie. Nous sommes toujours, nous ne pourrons pas éliminer ces choses-là. C'est quoi une star aujourd'hui, en 2019? Ben, vous savez, être star, c'est être l'objet d'une certaine ferveur, d'un culte, d'une obsession. Évidemment, il y a eu au début les stars c'était un terme né dans le cinéma hollywoodien, mais ça s'est un peu répandu. Les familles royales, comme la famille de Monaco ou d'Angleterre, étaient starifiées. Des champions sportifs, Zidane, étaient starifiés. Enfin, disons ce statut que moi j'ai appelé à un moment les Olympiens, n'est-ce pas, qui vivent une vie supérieure à l'autre. Ce statut s'est élargi, mais on continue à s'intéresser à des stars. Vous avez déclaré avec Omar Sy, à l'époque du film Intouchable, le prochain siècle sera humain ou ne sera pas. Et on a demandé à Edgar Morin quelle espérance il avait pour l'humanité. Vous espérez quoi aujourd'hui? À 97 ans, vous espérez quoi de l'humanité? Alors, je vais vous dire mon sentiment fondamental. C'est que je vois, depuis les origines du monde, et à travers toute l'histoire de la vie qui s'est faite sur Terre, je vois toujours le conflit entre deux forces inséparables. D'un côté, la force qui pousse à l'union, à l'association, à la coopération, à l'amitié, à l'amour. Et de l'autre côté, la force qui pousse à la rivalité, au conflit, à la haine, à la destruction, à la mort. C'est comme la lutte entre Eros et Thanatos. Eros, l'amour, et Thanatos, la mort, qui sont deux ennemis, mais inséparables. Et parfois, Thanatos se glisse dans Eros et vice-versa. Je sais qu'on n'aura jamais une société parfaite. Je sais que jamais on éliminera le conflit, la mort, la destruction. Mais je sais qu'il faut prendre le parti d'Eros. C'est mon parti auquel j'ai pris parti dès que j'étais jeune. Et je continue. Donc, si vous voulez, c'est même pas l'espoir. Je dirais que ça fait partie de ma pulsion fondamentale. La question, c'est que nous sommes une espèce qui a commencé une aventure dès la préhistoire, qui la continue dans des conditions toujours incroyables et qui va la continuer dans des conditions incroyables, on ne sait pas où. Donc il n'y a pas de but. Ne cherche pas le but. Cherche le but et le chemin, c'est le même. Et c'est ça, aujourd'hui, ma conviction. Et c'est pour ça que je me sens bien dans ma peau, parce que je continue à vivre dans ce sens-là, à la porte de la mort. Vous vous sentez encore adolescent?
tout en me sentant vieux. C'est-à-dire que je garde mes aspirations d'adolescence, j'ai perdu toutes mes illusions, c'est sûr, mais en même temps, je sens la coexistence et je me sens aussi un peu infantile. J'adore jouer, j'adore plaisanter, Enfin, j'ai gardé mes âges, mais en même temps, tout ça, j'ai les limitations d'un homme qui a vieilli. À quoi vous pensez le plus? À la mort ou à la vie? Au problème de la vie. La mort revient de temps en temps, bien sûr, mais c'est la vie. Non, je pense que on ne peut pas. D'abord, la mort étant impensable, on pense que c'est une chose qui va vous arriver. Parfois, j'y pense en me disant, tiens, c'est un grand trou noir dans lequel je vais me perdre. Et puis, j'oublie tout ça parce que je continue à participer à la vie, à m'intéresser à tout ce qui arrive, à aimer, à l'amitié. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est les forces de vie qui sont importantes et qui refoulent la mort. Donc ça vaut encore le coup de faire des enfants? Oui, parce que faire des enfants, c'est faire un pari sur l'humanité. Ben, c'est un pari qui peut être idiot, mais vous savez, d'ailleurs, de toute façon, ce qui était très curieux, ce sont, par exemple, à partir de 1940, alors que c'était la guerre, la famine, pas la famine, mais des difficultés de vie terribles qui commençaient, alors qu'une grande partie d'hommes étaient prisonniers, eh bien, la fécondité a recommencé. Il y a comme si en nous une force, n'est-ce pas, qui veut continuer la vie. Et faire des enfants, c'est relever le défi d'Eros contre les forces de mort. Ça veut dire on va faire des enfants que nous allons aimer, qui vont essayer eux-mêmes de s'aimer, qui vont courir l'aventure de la vie. Il faut accepter l'aventure de la vie dans laquelle nous sommes. Donc il ne faut pas avoir peur de vivre? Il faut avoir des peurs différentes devant certains dangers, mais je pense qu'au contraire, nous ne savons pas pourquoi on a reçu la vie. Nous savons que la vie est à la fois ou tantôt un cadeau, tantôt un fardeau. Même quand nous sommes tristes, il y a une force en nous qui nous dit de continuer à vivre. Ce n'est qu'à la limite que certains se suicident. Donc nous sommes possédés par des forces puissantes, et notamment une force qui nous dit « vis ». Ben, il faut y obéir. Est-ce que vous avez un conseil d'hygiène de vie à me donner? Eh bien, écoutez, l'hygiène de vie, c'est, disons, vivez, c'est-à-dire essayez d'épanouir votre personnalité, vos aspirations, cultiver vos aspirations, essayez de les réaliser, toujours dans le cadre d'une fraternité et d'une communauté. N'essayez pas de résoudre tout seul et ne vous noyez pas, n'abandonnez pas votre individualité dans la communauté comme les hitlériens, n'est-ce pas, jouissaient de servir le salut nazi en collectivité. Non, je veux dire, voilà, c'est ça. Et affronter la vie. Cette émission s'appelle Clic. Clic. C'est le nom de l'émission. Ah oui. C'est quoi votre définition d'une clique? Une crique, c'est quelque chose où un bateau ou un navire... Non, clic. Ah, c'est pas ça. Clic comme le clic. Ah, clic. Mais vous l'écrivez avec CK ou avec QE? QE. Ah, d'accord. Oui, une clique, c'est une bande d'amis, oui, d'accord. Eh bien, écoutez, notre entretien s'est montré amical. Merci beaucoup, Edgar Morin. Merci à vous. Question ultra simple avant de partir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Edgar Morin? De continuer.